La poigne du gérant laissa des empreintes violettes sur l'avant-bras de la serveuse alors qu'il la poussait dans les toilettes. Elle ne cria pas, elle ne pouvait pas risquer de perdre ce travail. Ce qu'ils ignoraient, c'est que l'homme élégant au costume sur mesure qui sirotait son bourbon depuis 3 heures était le roi des vampires, et il venait de comprendre pourquoi aucun sang ne l'avait tenté depuis une décennie. Il avait attendu le sien. Les mains d'Elena Martinez tremblaient quand elle s'approcha de la table 9 avec le Barolo, son troisième service double de la semaine brouillant les contours de sa vision en de doux halos de bougies qui faisaient de la perception de la profondeur un pari qu'elle était apparemment en train de perdre. La bouteille glissa, juste un peu, juste assez pour que le vin d'un rouge profond décrive un arc dans les airs, dans un ralenti apparent, et éclabousse la veste de costume blanche d'un homme dont la Rolex coûtait probablement plus que son salaire annuel. Le restaurant devint silencieux, à l'exception de Sinatra qui chantait le vent d'été et des battements du cœur d'Helena, si fort qu'elle crut que tout le monde pouvait les entendre. Elle attrapa des serviettes avec des doigts tremblants, s'excusant déjà, calculant déjà que c'était son troisième avertissement ce mois-ci, et que 3 avertissements signifiaient un licenciement, et un licenciement signifiait pas de salaire, et pas de salaire signifiait que la chimiothérapie de sa mère serait à nouveau repoussée ou entièrement annulée. L'homme de la table 9 se leva brusquement, le visage écarlate. La voix s'élevant pour parler d'un Armani ruiné et d'un personnel incompétent, et avant qu'Elena ne puisse se confondre en excuses pour peut-être garder son emploi, Derek Sutton se matérialisa à côté d'elle, tel un prédateur qui aurait flairé du sang dans l'eau. Les doigts de son gérant se resserrèrent sur son avant-bras si fort qu'elle sentit ses os craquer, ses ongles manucurés s'enfonçant dans sa peau à travers le tissu fin de son uniforme, et il arbora ce sourire terrible qu'il avait quand il avait un public et quelqu'un à punir. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci, espèce de petite salope stupide, siffla-t-il assez bas pour que les tables voisines ne l'entendent pas, mais elle sentit chaque mot comme une gifle. C'est ta troisième erreur de la semaine, et peut-être qu'un peu de temps à genoux à récurer les toilettes t'apprendra à faire attention. Il la traîna vers le couloir étroit qui menait aux toilettes du personnel, sa poigne laissant des marques dont elle savait qu'elle virerait au violet d'ici le matin, et Helena ne résista pas, car résister signifiait un licenciement immédiat, et elle ne pouvait pas se permettre d'avoir de l'orgueil quand la vie de sa mère dépendait d'un salaire minimum plus les pourboires. Le couloir était faiblement éclairé, à l'abri des regards des clients, l'endroit parfait pour que Derek exerce la tyrannie mesquine qu'il appelait management, et Helena garda les yeux baissés car le regarder lui donnait envie de crier ou de pleurer, ou les deux, et elle ne pouvait se permettre ni l'un ni l'autre. « S'il vous plaît, monsieur Sutton, » murmura-t-elle alors qu'il la poussait contre le mur à côté de la porte des toilettes, « je ferai un service supplémentaire, je paierai le pressing. Je ne peux tout simplement pas perdre ce travail. Ma mère a besoin de l'assurance, elle a besoin de ses traitements, et je suis désolée, je suis tellement désolée. » La main de Derek se posa sur son épaule, la poussant vers le bas, et les genoux d'Helena commençaient à plier quand une voix trancha le couloir sombre comme une lame dans la soie, calme et cultivée, mais avec une dureté qui lui fit se hérisser les poils sur les bras. « Retirez vos mains d'elle, » dit la voix, « maintenant. » Ce qu'Helena ne savait pas, ne pouvait pas savoir, c'est que Damien Thorne était assis à la banquette 7 depuis exactement 3h42, sirotant les deux mêmes doigts de Bourbon qu'il avait commandés à son arrivée, car les vampires ne s'enivraient pas, et la boisson n'était qu'un accessoire dans le théâtre élaboré de son apparence humaine. Il avait choisi ce restaurant parce qu'Antonio Castellano, le propriétaire, ne posait aucune question sur les clients qui ne commandaient que des boissons et ne mangeaient jamais, qui demandaient toujours la banquette la plus sombre dans le coin, qui étaient des habitués depuis 15 ans, sans vieillir d'un seul jour.
Damien lisait une première édition d'Hemingway, ne prêtant qu'une demi-attention au coup de feu du dîner autour de lui, quand Helena passa près de sa table, portant un plateau de verres à vin, et que son odeur le frappa comme un coup physique. Du jasmin et quelque chose de plus chaud, quelque chose d'essentiellement elle, quelque chose qui fit que ses doigts se resserrèrent sur le livre si fort que la reliure en cuir craqua. Il avait vécu 2000 ans, avait senti d'innombrables humains, s'était nourri de centaines d'entre eux au cours de ses premiers siècles avant d'apprendre à se contrôler, et jamais une odeur ne l'avait affecté de cette manière. Ses crocs avaient commencé à descendre avant qu'il ne les force à se rétracter, son rythme cardiaque humain soigneusement maintenu bégayant dans sa poitrine, et il avait passé les 3 heures suivantes à faire semblant de lire, tout en suivant ses mouvements dans le restaurant, avec des sens aiguisés par des millénaires de chasse. Chaque fois qu'elle passait près de sa banquette, l'odeur de jasmin devenait plus forte, maintenant mêlée à l'épuisement, à l'anxiété et à la légère saveur cuivrée d'une lèvre fendue qu'elle mordillait nerveusement. Damien l'avait regardé sourire au client avec une chaleur qui n'atteignait jamais ses yeux fatigués, l'avait écouté repousser les avances d'un homme d'affaires ivre avec une grâce experte, avait remarqué la façon dont elle ménageait son pied gauche comme si ses chaussures n'étaient pas à la bonne taille et qu'elle ne pouvait pas s'en payer de nouvelles. Quand le vin s'était renversé et que l'homme de la table neuf avait commencé à crier, les mains de Damien s'étaient crispées en poing sous la table, car la bouffée d'odeur de peur d'Helena avait fait rugir à la vie chaque instinct de prédateur dans son corps. Puis Derek Sutton était apparu, et les doigts du gérant s'étaient enroulés autour du bras d'Helena, et Damien avait senti la pointe métallique et vive de sa douleur, alors que Derek serrait assez fort pour la meurtrir, et 2000 ans d'un contrôle de fer s'étaient brisés comme du verre. Il était debout avant que son esprit conscient n'enregistre la décision, le livre tombant, oublié, sur la table, son corps se déplaçant avec la grâce fluide qui venait de siècles passés en tant que prédateur alpha. Les autres clients levèrent avec les yeux lorsqu'il se leva, une partie primitive de leur cerveau reptilien reconnaissant le danger, même si leur esprit conscient ne pouvait le nommer. Et le bruit ambiant dans le restaurant chuta de plusieurs décibels. Damien traversa l'espace entre sa banquette et le couloir en quelques secondes, n'utilisant pas tout à fait sa vitesse de vampire, mais plus rapidement qu'un humain ne devrait pouvoir se déplacer, ses coûteuses chaussures italiennes silencieuses sur le carrelage. Il pouvait entendre le cœur d'Helena d'ici, battant la chamade de peur et d'humiliation, pouvait sentir le sel des larmes qu'elle luttait pour ne pas verser, pouvait entendre le pouls accéléré de Derek, qui parlait de colère et de cruauté excitée. Le couloir était étroit et sombre, éclairé par une seule ampoule vacillante qui projetait des ombres sur le visage de Derek alors qu'il poussait Helena à genoux, et Damien sentit ses crocs descendre complètement pour la première fois en 50 ans. Il les força à se rétracter avec un effort qui lui fit mal à la mâchoire, força ses yeux à rester d'un brun humain au lieu du cramoisi qui voulait transparaître, se força à parler calmement au lieu d'arracher membre par membre cette pathétique excuse d'homme. Retirez vos mains d'elle, dit-il, sa voix portant le poids du commandement qui venait de 2 millénaires de règne, maintenant. Derek se retourna brusquement, sa prise sur Helena se relâchant légèrement, et Damien regarda les pupilles du gérant se dilater alors qu'une partie animale de son cerveau traitait des signaux de menace que son esprit conscient ne pouvait interpréter. La bouche de Derek s'ouvrit, probablement pour lancer un commentaire dédaigneux sur le fait de se mêler de ses affaires, mais les mots moururent quand il croisa le regard de Damien, car Damien avait cessé de s'efforcer autant de paraître humain, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui rappelait aux hommes mûrs ce que c'était que d'être une proie. Helena était figée contre le mur, son bras portant encore les marques rouges des doigts de Derek, ses yeux sombres écarquillés alors qu'elle regardait les deux hommes. Damien pouvait entendre son pouls commencer à ralentir, passant de la panique à la confusion, pouvait sentir le changement dans son odeur, de la peur pure à quelque chose de plus complexe.
Et quand son regard se posa sur lui, il sentit le lien d'âme-sœur se mettre en place avec une telle force qu'il en chancela d'un pas. C'était impossible. Les âmes sœurs prédestinées étaient des mythes, même chez les vampires, des histoires de l'ancien pays que les anciens racontaient pour expliquer l'obsession. Et Damien avait vécu assez longtemps pour voir des civilisations naître et tomber sans jamais ressentir ne serait-ce qu'un murmure de reconnaissance. Mais ceci était indéniable. Cette certitude vibrante dans sa poitrine morte, que cette serveuse épuisée avec ses chaussures bon marché, sa lèvre fendue et son odeur de jasmin était sienne, avait toujours été sienne, serait toujours sienne. Le lien chantait dans ses veines comme de l'électricité, comme un retour à la maison après un exil de 1000 ans, et chaque instinct possessif qu'il avait passé des siècles à apprendre à contrôler hurlait « À moi, à moi, à moi ». Derek parlait maintenant, sa voix s'élevant avec fanfaronnade et indignation, quelque chose à propos de « C'est mon restaurant » et « Cette idiote maladroite travaille pour moi » et « Pour qui diable vous prenez-vous » mais Damien l'entendait à peine par-dessus le rugissement dans ses oreilles. Il fit un pas en avant, puis un autre, se positionnant entre Derek et Helena avec une détermination qui fit reculer le gérant malgré lui. « Ceci est le restaurant d'Antonio Castellano, » dit doucement Damien. « Vous n'êtes qu'un employé, et je pense que vous découvrirez qu'Antonio apprécie considérablement plus ma clientèle que votre gestion. » Il laissa la menace flotter dans l'air, tacite mais claire, et derrière lui, il entendit la vive inspiration d'Helena. « S'il vous plaît, monsieur, dit-elle, la voix tremblante, j'apprécie, mais je ne peux pas me permettre de créer des problèmes. Je vais juste m'excuser et accepter la punition que monsieur Sutton jugera appropriée. J'ai besoin de ce travail. Je ne peux pas le perdre. » Le désespoir dans sa voix fit craquer quelque chose dans la poitrine de Damien, le fit se tourner pour la regarder pleinement pour la première fois, et le lien d'âme-sœur s'embrasa si vivement qu'il pouvait à peine respirer. « Vous ne vous excuserez pour rien, » s'entendit-il dire, sa voix plus rauque que prévu. « Me comprenez-vous? Rien. » Les lèvres d'Helena s'entr'ouvrirent de surprise, ses yeux cherchant sur son visage une explication à la raison pour laquelle un étranger la défendrait, et Damien sut à cet instant que tout dans sa très longue vie l'avait mené à ce couloir miteux d'un restaurant de Seattle, où une serveuse effrayée sentait le jasmin et le regardait comme s'il pouvait être soit le salut, soit la damnation. Le visage de Derek passa du rouge au blanc en l'espace d'un battement de cœur, sa bravade s'effondrant alors que chaque instinct de survie qu'il possédait se mit à hurler des avertissements que son esprit conscient ne pouvait pas tout à fait traiter. « Pour qui diable vous prenez-vous » parvint-il à bredouiller, sa voix montant d'une octave alors qu'il tentait de réaffirmer sa domination par le seul volume. « C'est mon restaurant et cette idiote maladroite travaille pour moi. Et je me fiche de l'argent que vous dépensez en bourbons hors de prix. Vous n'avez pas à me dire comment discipliner mon personnel. » Damien resta parfaitement immobile, son corps positionné entre Derek et Helena, avec une détermination qui paraissait décontractée, mais était tout le contraire. Et quand il parla, sa voix était douce et cultivée, et d'une certaine manière plus terrifiante que n'importe quel cri aurait pu l'être. « Ceci est le restaurant d'Antonio Castellano, » dit-il, chaque mot précisément énoncé. « Vous n'êtes qu'un employé. Et je pense que vous découvrirez qu'Antonio apprécie considérablement plus ma clientèle que vos compétences en gestion. » La menace flotta dans l'air comme de la fumée, tacite mais indéniable, et Damien regarda les pupilles de Derek se dilater alors qu'une partie primitive de son cerveau reconnaissait le prédateur, même si son ego refusait de l'admettre. Derrière lui, Damien pouvait entendre le rythme cardiaque accéléré d'Helena, sentir la confusion se mêler à son odeur de peur, sentir ses yeux sur son dos comme un contact physique. La mâchoire de Derek se serra, ses mains se crispant en poing, et Damien reconnut le moment exact où l'orgueil blessé l'emporta sur l'instinct de conservation, car il l'avait vu d'innombrables fois en 2 millénaires, et les humains étaient toujours si prévisibles dans leur stupidité.
Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, gronda Derek, tendant la main au-delà de Damien vers Helena, comme s'il avait l'intention de la traîner hors du couloir pour finir ce qu'il avait commencé, et la main de Damien jaillit plus vite que l'œil humain ne pouvait suivre et attrapa le poignet de Derek en plein vol. L'élan du gérant s'arrêta net, son bras immobilisé en l'air, et Damien appliqua juste assez de pression pour que les os du poignet de Derek craquent de manière audible dans le silence soudain. Le visage de Derek devint gris, sa bouche s'ouvrant dans un hoquet silencieux, et Damien se pencha assez près pour que ses prochains mots n'atteignent que les oreilles de Derek. Touchez-la encore une fois, murmura-t-il avec un calme parfait, et on retrouvera des morceaux de vous dans 3 états différents. Est-ce que nous nous comprenons bien? Ce n'était pas une question. Derek hocha la tête frénétiquement, tout son corps tremblant maintenant, et Damien relâcha son poignet avec un petit sourire qui ne montrait aucune dent, mais transmettait d'une manière ou d'une autre une menace sans fin. L'odeur du sang d'Helena rendait Damien fou. Cette fissure sur sa lèvre inférieure qu'elle avait mordillée plus tôt s'était rouverte sous l'effet du stress. Juste une seule goutte de cuivre se faufilant à travers le jasmin et la peur, mais pour un vampire aussi vieux et puissant que Damien, c'était comme une symphonie. Ses crocs menaçaient de descendre à nouveau, sa façade humaine soigneusement entretenue se fissurant sur les bords, et il canalisa l'envie irrépressible de mordre, de revendiquer et de lier en une fureur froide, dirigée contre l'homme pathétique qui se recroquevillait devant lui. Derrière lui, Helena émit un petit son, quelque chose entre un hoquet et un gémissement, et le corps entier de Damien se tendit, car chaque instinct hurlait que son âme sœur était en détresse, et que la chose causant cette détresse devait mourir immédiatement. Il se força à respirer, se força à garder le contrôle, se força à se souvenir qu'arracher la gorge de Derek devant 50 témoins créerait des complications que même sa richesse et son influence considérable ne pourraient pas facilement régler. « S'il vous plaît, monsieur », la voix d'Helena s'éleva derrière lui, tremblante mais essayant d'être ferme, « j'apprécie, mais je ne peux pas me permettre de créer des problèmes. Je vais juste m'excuser auprès du client et accepter la punition que M. Sutton jugera appropriée. J'ai vraiment besoin de ce travail et je ne peux pas le perdre. » Les mots frappèrent Damien comme des coups physiques, le désespoir dans sa voix faisant craquer quelque chose dans sa poitrine, et il se tourna pour la regarder pleinement pour la première fois depuis son entrée dans le couloir. Elle était plaquée contre le mur, ses yeux sombres trop larges dans un visage qui essayait d'être neutre, mais ne pouvait cacher la peur et l'épuisement. Son bras montrant déjà les bleus violets des doigts de Derek, son uniforme bon marché en polyester flottant sur une silhouette trop mince parce qu'elle sautait probablement des repas pour payer les médicaments de sa mère. Le lien d'âme-sœur déferla si puissamment que Damien chancela. 2000 ans d'un contrôle de fer s'évaporant face à cette femme humaine fragile qui sentait le jasmin et le regardait avec un espoir désespéré, comme s'il pouvait peut-être arranger les choses, même si elle avait appris depuis longtemps à ne compter sur personne. « Vous ne vous excuserez pour rien », s'entendit-il dire, sa voix plus rauque et plus intense qu'il ne l'avait voulu. « Me comprenez-vous? Rien. » Quelque chose d'ancien et de possessif le traversa, un instinct primaire de revendication qui transcendait les espèces et la civilisation, et il vit le souffle d'Helena se couper quand leurs yeux se rencontrèrent et se maintinrent. Le restaurant au-delà du couloir était devenu silencieux, de ce silence particulier qui s'installe quand quelque chose de dramatique se déroule et que tout le monde veut entendre sans paraître indiscret. Damien pouvait entendre les mains du barman s'immobiliser sur le verre qu'il lustrait, les conversations chuchotées du personnel de service regroupé près des portes de la cuisine, la vive inspiration de l'hôtesse d'accueil. L'air s'était épaissi de tension, chargé comme l'instant avant que la foudre ne frappe, et Damien savait que sa présence surnaturelle transparaissait, malgré tous ses efforts pour la contenir. Les humains sensibles la ressentiraient comme une pression, un avertissement, la certitude que quelque chose de dangereux se tenait parmi eux, même s'ils ne pouvaient le nommer.
Les portes de la cuisine s'ouvrirent et Antonio Castellano apparut, sa veste de chef blanche toujours impeccable, malgré le coup de feu du dîner. Ses yeux sombres embrassant la scène avec le calcul rapide d'un homme qui avait survécu 40 ans dans le métier de la restauration en sachant quand choisir ses batailles. Il connaissait Damien depuis 15 ans, depuis que le vampire était apparu un soir, demandant une banquette dans un coin et la discrétion de s'asseoir pendant des heures sans commander de nourriture, et Antonio n'avait eu besoin que d'un regard sur les yeux anciens et le costume coûteux de l'étranger pour décider que certains clients valaient la peine d'être accommodés sans poser de questions. Au fil des ans, il avait remarqué que Damien ne vieillissait jamais, ne mangeait jamais, payait toujours en espèces qui sentaient légèrement le vieux papier et les coffres-forts, et était infailliblement poli avec le personnel, tout en dégageant le genre de danger qui faisait dessaouler rapidement les clients ivres. Antonio avait également remarqué que les personnes que Damien mentionnait en passant avaient tendance à être immensément riches et connectées à des réseaux qui faisaient disparaître les problèmes, et il avait bâti une entreprise très prospère en sachant quels clients pouvaient vous anéantir et lesquels pouvaient vous élever. Il jeta un coup d'œil à Damien se tenant entre Derek et la serveuse, au visage blanc de Derek et à son poignet qu'il tenait, à la façon dont l'air semblait vibrer d'une violence contenue, et fit son calcul en moins de 3 secondes. Monsieur Thorne, dit doucement Antonio, s'avançant dans le couloir avec l'assurance d'un homme sur son propre territoire. Je m'excuse pour toute perturbation de votre soirée. Permettez-moi de vous offrir votre consommation et notre salon privé pour votre prochaine visite. Derek commença à bredouiller quelque chose sur le fait qu'il s'agissait d'une affaire interne au personnel, mais Antonio le coupa d'un geste. Derek, mon bureau maintenant, nous devons discuter de votre avenir au sein de cet établissement. Les mots étaient modérés, mais le ton était de fer, et le visage de Derek passa du gris au rouge en réalisant qu'il se faisait virer devant le personnel qu'il avait terrorisé pendant 3 ans. Mais elle a renversé du vin sur un client VIP, protesta-t-il faiblement. Elle doit être sanctionnée, je ne faisais que mon travail de gérant. L'expression d'Antonio ne changea pas, mais quelque chose de froid vacilla dans ses yeux. Votre travail de gérant n'inclut pas de laisser des bleus sur mes employés, dit-il tranquillement. Maintenant, allez dans mon bureau et attendez-moi. Nous discuterons de vos indemnités. Derek eut l'air de vouloir argumenter, son regard oscillant entre Antonio et Damien, mais ce qu'il vit sur leur visage fit s'évaporer le courage qui lui restait, et il se dirigea vers le bureau comme un chien battu. Le silence s'étira un instant, puis 2, avant qu'Antonio ne se tourne vers Elena avec une expression de préoccupation sincère. « Mademoiselle Martinez, ça va, avez-vous besoin de soins médicaux pour votre bras ?» Elena secoua la tête, muette, toujours plaquée contre le mur, ses yeux suivant Damien comme si elle ne pouvait pas tout à fait croire qu'il était réel. « Ça va, monsieur Castellano, » réussit-elle à dire. « Je suis désolée pour le vin. Je paierai le pressing du client et je ferai des services supplémentaires pour couvrir la bouteille. » Antonio balaya cela d'un geste impatient. Le client était déjà ivre et cherchait une raison de faire une scène. J'étais sur le point de lui offrir son repas et de lui demander de partir. Vous n'avez rien fait de mal. Il jeta un coup d'œil à Damien, une communication tacite passant entre eux, puis continua. Prenez le reste de la soirée, payez, et venez me voir demain pour discuter d'une augmentation. J'avais l'intention de vous promouvoir chef de rang de toute façon. La bouche d'Elena s'ouvrit sous le choc, ses yeux s'emplissant de larmes qu'elle ravala furieusement, et Damien sentit le lien d'âme sœur vibrer de son immense soulagement, de sa gratitude et de sa confusion. « Merci, murmura-t-elle. « Merci beaucoup, je ne sais pas quoi dire. » Antonio sourit, l'expression transformant son visage habituellement sévère. « Dites que vous arrêterez de sauter les pauses déjeuner et que vous mangerez réellement les repas du personnel que je fournis. Vous donnez une mauvaise image à ma cuisine quand vous êtes trop mince pour mettre en valeur notre bonne cuisine. » C'était dit avec chaleur,
avec l'affection bourrue d'un homme qui remarquait plus qu'il ne le laissait paraître, et Helena réussit à esquisser un rire larmoyant. Derrière eux, les bruits normaux du restaurant reprenaient, les serveurs bougeaient à nouveau, les conversations recommençaient, le moment de drame se transformant en potin qui alimenterait les conversations de la salle de pause pendant des semaines. Damien savait qu'il devrait partir, se retirer et laisser Helena digérer sans sa présence écrasante. Mais quand il essaya de bouger, ses pieds refusèrent de coopérer, car le lien d'âme sœur hurlait que sa partenaire était blessée et effrayée, et qu'il devait rester pour la protéger et subvenir à ses besoins. La main d'Helena se tendit timidement, ses doigts effleurant à peine son bras, et même à travers le tissu coûteux de sa veste de costume, le contact envoya une décharge électrique le long de sa colonne vertébrale. « S'il vous plaît, dit-elle doucement, vous n'êtes pas obligé de faire ça. J'apprécie votre aide, mais vous n'êtes pas obligé de vous en mêler. Je sais comment gérer les hommes comme Derek. » Les mots étaient censés être rassurants, mais ils brisèrent quelque chose dans la poitrine de Damien, car ils signifiaient qu'elle avait déjà eu à gérer des hommes comme Derek, que ce n'était pas la première fois que quelqu'un lui faisait du mal, qu'elle avait appris à s'attendre à la cruauté, à la minimiser et à y survivre seule. Sa main recouvrit la sienne là où elle reposait sur son bras, ses doigts frais contre sa chaleur, et il sentit le pouls de la jeune femme bondir au contact. « Je suis déjà impliqué, dit-il tranquillement, et il sut avec une clarté bouleversante que c'était vrai, qu'à partir du moment où son odeur de jasmin l'avait frappé à travers un restaurant bondé, son implication avait été inévitable et irrévocable, que cette femme humaine fragile avec son bras meurtri, sa lèvre fendue et son courage désespéré était son âme sœur prédestinée et qu'il brûlerait le monde avant de laisser quiconque lui faire du mal à nouveau. Antonio ne perdit pas de temps en formalités ou en négociations d'indemnité. Il dit simplement à Derek de rassembler ses affaires et de quitter les lieux immédiatement. Sinon, il appellerait la police et porterait plainte pour agression. Et le visage de Derek passa par l'incrédulité et la rage avant de se figer dans une défaite maussade, alors qu'il se faufilait par l'entrée de la cuisine sous le regard satisfait et silencieux de tous les serveurs. Après son départ, Antonio se tourna vers Helena avec une expression à mi-chemin entre la préoccupation paternelle et le pragmatisme d'un homme d'affaires, lui demandant si elle voulait porter plainte ou engager des poursuites judiciaires, car il avait des enregistrements de sécurité et la soutiendrait pleinement. Mais Helena secoua simplement la tête, car elle savait comment ces choses se passaient, et les serveuses pauvres ne gagnaient pas de procès contre des hommes qui pouvaient se payer des avocats, et elle voulait juste oublier tout ça et garder son travail. Antonio sembla vouloir argumenter, mais lui dit à nouveau de prendre sa soirée, payer, et de se présenter demain pour discuter de sa promotion, puis il disparut dans la cuisine, laissant Helena seule dans le couloir avec Damien. Le silence s'étira entre eux, chargé de quelque chose qu'Helena ne pouvait nommer, et elle prit conscience que cet étranger venait de bouleverser sa soirée et de probablement sauver son emploi, et qu'elle ne connaissait même pas son nom. « Merci, dit-elle finalement, sa voix plus stable maintenant que la crise immédiate était passée. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si vous n'étiez pas intervenu. Derek cherchait une excuse pour me virer depuis des mois. » Les yeux sombres de Damien l'étudièrent avec une intensité qui lui donna la chair de poule. Pas désagréable exactement, mais écrasante, comme si on la voyait d'une manière à laquelle elle n'était pas habituée. « Ce fut un plaisir, dit-il, sa voix cultivée produisant un effet étrange sur son système nerveux. Les hommes qui abusent de leur pouvoir sur des employés vulnérables méritent bien pire que le chômage. » Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, un soupçon de menace sous les mots civilisés, qui rappela à Helena le son des os de Derek qui craquaient, et la façon dont cet étranger élégant s'était déplacé trop vite et était resté trop immobile. Avant qu'elle ne puisse examiner cette pensée de trop près, Damien sortit de sa veste une carte de visite qui semblait chère, un papier cartonné crème épais avec une écriture élégante.
J'ai une proposition à vous faire, mademoiselle Martinez, dit-il en tendant la carte. Je me trouve avoir besoin d'une assistante personnelle et je crois que vous seriez parfaitement qualifiée pour le poste. Elena prit la carte automatiquement, ses doigts effleurant les siens, et le contact lui envoya une secousse qui n'avait rien à voir avec l'électricité statique et tout à voir avec la façon dont il la regardait, comme si elle était quelque chose de précieux et de rare. La carte indiquait Damien Thorne, investissement privé, avec un numéro de téléphone et une adresse e-mail, mais pas d'adresse physique. Et quand Elena leva les yeux, il la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Le salaire serait le triple de votre salaire actuel, continua-t-il, plus une assurance santé complète qui couvrirait les conditions préexistantes et les membres de la famille. Les horaires sont flexibles et le travail lui-même est principalement organisationnel, de la correspondance et de la recherche. Cela semblait trop beau pour être vrai, ce qui, d'après l'expérience d'Elena, signifiait que ça l'était absolument. Et elle sentit la méfiance familière qui venait du fait d'être une jeune femme seule dans une ville où les hommes riches pensaient que tout avait un prix. Quel genre de recherche demanda-t-elle prudemment en gardant une voix neutre, et en quoi consisteraient exactement mes tâches? Les lèvres de Damien s'étirèrent dans ce qui aurait pu être de l'amusement. Rien de déplacé, je vous l'assure, dit-il. J'acquiers des livres et des artefacts rares pour des collectionneurs privés. Le travail consiste à cataloguer, à faire des recherches d'authentification et à coordonner avec les maisons de vente aux enchères et les successions, entièrement légitimes et profondément ennuyeux pour la plupart des gens. Cela semblait légitime, presque décevant, mais Elena était pauvre depuis assez longtemps pour savoir que les hommes riches n'offraient pas aux serveuses désespérées des emplois de rêve par altruisme. J'apprécie l'offre, monsieur Thorne, dit-elle lentement en rendant la carte, mais je ne pense pas que ce serait approprié. Vous ne savez rien de moi et je ne sais rien de vous, et honnêtement, cela ressemble au genre de situation contre laquelle ma mère m'a mise en garde. Elle observa son visage en quête de colère ou d'offense, mais vit à la place quelque chose qui ressemblait presque à du respect, ses yeux sombres s'adoucissant légèrement. Votre mère vous a bien élevé, dit-il en reprenant la carte. Bien que je vous assure que mes intentions sont entièrement professionnelles, cependant je comprends votre hésitation et je n'insisterai pas. Il glissa la carte dans sa veste, puis fit quelque chose d'inattendu. Il sortit une seconde carte et écrivit quelque chose au dos avant de la lui offrir à nouveau. Mon numéro direct, dit-il, si vous changez d'avis ou si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler. Elena prit la seconde carte plus lentement, surprise par l'offre sincère sans condition apparente, et quand elle croisa ses yeux, elle y vit quelque chose qui lui coupa le souffle, quelque chose d'ancien, de solitaire et de désireux qui ne correspondait pas à son extérieur poli. Elle n'appela pas, mais Damien apparut au restaurant le lendemain soir et demanda sa section, s'installant dans la même banquette du coin avec un autre livre et le même verre de Bourbon qu'il ne semblait jamais boire. Elena le servit avec une courtoisie professionnelle, prenant sa commande de spaghetti carbonara qu'il toucha à peine, remplissant son verre d'eau qui ne se vidait jamais et essayant d'ignorer la façon dont sa peau frémissait chaque fois qu'elle s'approchait de sa table. Il laissa un pourboire plus important que le salaire de toute sa soirée, des billets de 100 $ neufs glissés sous son assiette de dessert intacte, et elle faillit courir après lui pour le lui rendre avant qu'Antonio ne lui attrape le bras et lui dise de le prendre, parce que M. Thorne pouvait se le permettre et qu'elle l'avait mérité. La deuxième nuit fut la même, banquette 7, bourbon, carbonara, énorme pourboire. Sauf que cette fois, quand elle remplit son verre d'eau, il l'interrogea sur la petite tache de peinture sur son poignet, et elle se retrouva à lui parler de la toile sur laquelle elle travaillait pendant les heures volées entre ses services. Rien de spécial. Juste un passe-temps, en fait. Son intérêt semblait sincère, pas la feinte politesse d'un homme essayant de la mettre dans son lit, et quand il lui demanda ce qu'elle peignait, elle s'entendit décrire l'œuvre à moitié terminée dans son appartement,
une chose abstraite dans les bleus et les gris censés capturer ce que l'épuisement ressentait. Vous devriez peindre ce que la joie ressent, avait-il dit doucement, pour vous souvenir qu'elle existe. La troisième nuit, il apporta un livre, non pas pour le lire, mais pour le lui montrer, une première édition d'Hemingway, avec la signature de l'auteur et des notes en marge, et il la laissa tourner les pages fragiles, avec ses doigts tachés de peinture, pendant qu'il lui expliquait l'histoire de la façon dont il l'avait acquis lors d'une vente de succession à Paris. La quatrième nuit, Helena posa enfin la question qui se formait en elle. Pourquoi êtes-vous vraiment là? Dit-elle en posant sa carbonara intacte. Les hommes comme vous ne mangent pas de spaghettis 4 soirs de suite juste parce que vous aimez l'ambiance. Damien leva les yeux de son livre, ses yeux sombres rencontrant les siens avec cette intensité troublante. Peut-être ai-je développé un goût pour le service, dit-il. Et la façon dont il dit service fit clairement comprendre qu'il parlait d'elle spécifiquement, pas du restaurant, et Helena sentit une chaleur lui monter au cou. Elle aurait dû être agacée ou mal à l'aise, mais se retrouva au contraire à attendre avec impatience ses apparitions, à se demander de quoi il parlerait ce soir-là, à être déçue la cinquième nuit quand la banquette sept resta vide jusqu'à 10 minutes avant la fin de son service et qu'elle avait presque perdu espoir avant qu'il n'apparaisse, l'air légèrement débraillé d'une manière qui n'aurait pas dû être séduisante, mais l'était absolument. Mes excuses pour l'arrivée tardive, dit-il alors qu'elle apportait de l'eau sans qu'on le lui demande. J'ai été retenu par des affaires. Avez-vous dîné? La question la surprit car les clients ne demandaient généralement pas aux serveurs s'ils avaient mangé et elle admit que non, elle avait été trop occupée et prendrait quelque chose après son service. Il fronça légèrement les sourcils. Joignez-vous à moi, dit-il. Commandez ce que vous voulez et prenez votre pause. J'insiste. Antonio ne le permettrait jamais. Fraterniser avec les clients était un motif de licenciement, mais quand elle jeta un coup d'œil vers la cuisine, son patron regardait avec une expression calculatrice et lui fit un signe de tête subtil. Alors Helena se retrouva à glisser dans la banquette en face de Damien Thorne, pleinement consciente que tous les serveurs du restaurant la dévisageaient, et commanda le poulet marsala qu'elle ne se permettait jamais parce qu'il était cher. Ils parlèrent pendant 1 heure, la conversation s'écoulant plus facilement qu'elle n'aurait dû entre une serveuse et un riche étranger, et Helena se retrouva à avouer des choses qu'elle gardait normalement pour elle. Je peignais sérieusement avant, dit-elle en picorant son poulet. Avant que ma mère ne tombe malade, j'allais postuler à RESD, j'avais un portfolio prêt et tout, mais ensuite le diagnostic de cancer est tombé, et soudain, je devais choisir entre l'école d'art et la maintenir en vie. Les rêves sont des luxes coûteux quand quelqu'un que vous aimez est en train de mourir, continua-t-elle, sa voix devenant neutre comme elle le faisait quand elle parlait de la maladie de sa mère. Alors je fais des services doubles et je peins quand je peux et j'essaie de ne pas penser à ce qui aurait pu être. L'expression de Damien se transforma en quelque chose qui ressemblait à une douleur sincère, ses longs doigts serrés autour de son verre. Les rêves différés ne sont pas des rêves détruits, dit-il doucement. Ils attendent simplement, et quand votre mère se rétablira, vous peindrez à nouveau, mieux qu'avant parce que la souffrance enseigne une perspective que le privilège ne peut pas. La conversation dériva vers des sujets plus légers, mais quelque chose avait changé entre eux, un mur était tombé, et quand Damien la raccompagna à son arrêt de bus cette nuit-là, parce que Seattle à minuit n'était pas sûr pour les jeunes femmes seules, Helena ne protesta pas. La pluie avait commencé, cette fine bruine de Seattle, qui n'était pas tout à fait une précipitation, mais laissait tout brillant et humide. Et Damien sortit un parapluie qui coûtait probablement plus cher que son loyer. Il se tenait à l'abri de bus, assez proche pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne, quelque chose de cher et de subtil, avec des notes de cèdre, et quelque chose de plus sombre, et elle réalisa qu'elle fixait la ligne de sa mâchoire. « Que voulez-vous vraiment de moi, monsieur Thorne ?» s'entendit-elle demander. « Parce que j'ai été pauvre toute ma vie, et je sais que les hommes ne donnent pas sans attendre de recevoir. Alors qu'est-ce que vous cherchez ?» Elle avait voulu que cela sonne conflictuel, mais c'était sorti curieux, voulant vraiment savoir,
et Damien se tourna pour lui faire face complètement dans la lueur du lampadaire. Votre temps, dit-il avec une honnêteté dévastatrice, vos pensées, votre confiance, si vous voulez bien me la donner, rien que vous ne soyez pas disposé à offrir. La réponse aurait dû être douce, répétée, mais elle sonnait brute d'une certaine manière, comme si les mots lui coûtaient quelque chose à dire. Je n'offre pas d'emploi comme une séduction élaborée, Helena, continua-t-il, utilisant son prénom pour la première fois et lui envoyant un frisson le long de la colonne vertébrale. Je l'offre parce que vous êtes clairement intelligente et capable et gaspillée dans un travail qui ne vous apprécie pas. Et oui, égoïstement, parce que j'apprécie votre compagnie et j'en voudrais plus. Mais le choix vous appartient entièrement, sans pression ni attente au-delà de la compétence professionnelle. Son bus arrivait. Elle pouvait voir les lumières s'approcher à travers la pluie. Mais Helena ne pouvait pas se résoudre à bouger. J'y réfléchirai, dit-elle finalement, et vit quelque chose qui ressemblait à du soulagement traverser ses traits parfaits. Ce qu'Helena ne savait pas, ne pouvait pas savoir, c'est que Damien retournait à son penthouse du centre-ville après chaque rencontre et passait des heures à faire les 100 pas comme un prédateur en cage, luttant contre des instincts qui exigeaient qu'il prenne simplement ce qui lui revenait de droit par le lien d'âme sœur. Il avait vécu 2000 ans, avait commandé des armées, renversé des royaumes et plié le monde surnaturel à sa volonté par la force et la ruse, et se trouvait maintenant complètement défait par une serveuse humaine qui le regardait avec méfiance et un espoir prudent. Son second, Marcus, avait remarqué le changement immédiatement, avait vu son roi devenir distrait, irritable et obsédé par une odeur qui s'accrochait à ses vêtements. Quand Damien expliqua enfin le lien d'âme sœur, Marcus était devenu très calme, car les âmes sœurs prédestinées étaient des mythes et des légendes, et en trouver une signifiait que tout changeait. Le vampire avait immédiatement commencé à enquêter sur la vie d'Helena, avec la minutie qui venait de 6 siècles de travail de renseignement, et le rapport qu'il livra fit se crisper les mains de Damien en poing. Des dettes médicales approchant les 6 chiffres suite au traitement contre le cancer de sa mère, un loyer en retard de 2 mois avec un avis d'expulsion déjà déposé, une voiture qui fonctionnait à peine et des prêts étudiants d'un seul semestre au collège communautaire avant qu'elle ne doive abandonner. Marcus avait regardé le visage de son roi passer par la rage, la douleur et une protection féroce avant de se figer dans une froide détermination. Payez les factures médicales, avait ordonné Damien, anonymement. Faites en sorte que cela ressemble à un acte de charité ou à une correction d'assurance, et achetez son immeuble, je veux que cet avis d'expulsion soit retiré immédiatement. Marcus avait haussé un sourcil, mais avait obtempéré, car il n'avait jamais vu Damien comme ça, vulnérable, désespéré, et essayant si fort de faire ce qui était juste au lieu de simplement prendre ce qu'il voulait. L'immeuble fut acquis en 24 heures, une société écran l'achetant au propriétaire du taudis, et l'avis d'expulsion d'Helena disparut de sa porte avec une note sur une réduction de loyer due aux nouvelles politiques de propriété. Damien fit en sorte que Marcus arrange la prochaine série de chimiothérapie de sa mère pour qu'elle soit couverte par un essai pharmaceutique qui n'existait pas vraiment. Juste une autre intervention anonyme qui ne serait jamais retracée jusqu'à lui. Il essayait de la courtiser correctement, de lui donner des raisons de le choisir qui n'étaient pas basées sur des liens surnaturels ou un désespoir financier. Mais chaque jour, le lien d'âme sœur devenait plus fort et son contrôle plus mince, et il savait que quelque chose finirait par céder. L'appel arriva à 3 heures du matin un mardi, le téléphone d'Helena vibrant contre la caisse de lait qu'elle utilisait comme table de chevet, et elle sut avant de répondre que c'était l'hôpital, car les bonnes nouvelles n'arrivent jamais à 3 heures du matin, et l'oncologue de sa mère l'avait prévenue que la prochaine crise pourrait être la dernière. La voix du docteur Patel était professionnellement compatissante, alors qu'elle expliquait que Maria Martinez avait fait une rechute pendant la nuit, son taux de globules blancs tombant à des niveaux critiques, et que les traitements standards ne fonctionnaient plus,
mais qu'il y avait un essai d'immunothérapie expérimentale qui semblait prometteur, sauf qu'il coûtait 75 000 et que l'assurance ne couvrirait pas les traitements expérimentaux et qu'ils avaient besoin d'une décision dans les 48 heures, sinon ils devraient transférer Maria en soins palliatifs, ce qui était une façon clinique de dire qu'ils la mettraient à l'aise pendant qu'elle mourait. Elena s'assit sur le bord de son matelas posé au sol, fixant la peinture à moitié terminée sur son chevalet, des bleus et des gris, qui étaient censés représenter l'épuisement, mais qui ressemblaient maintenant à un abandon, et fit le calcul qu'elle avait fait 100 fois auparavant. Elle avait 437 dollars sur son compte courant, 200 autres en pourboire cachés dans une boîte à café. Sa voiture valait peut-être 1000 dollars si elle pouvait trouver un acheteur. Et même si elle vendait tout ce qu'elle possédait et travaillait tous les services possibles pendant le mois suivant, il lui manquerait encore 70 000 dollars avec seulement 48 heures pour les trouver. Le désespoir était un poids physique dans sa poitrine, lui écrasant les côtes, rendant la respiration difficile, et elle pensa à la carte de visite de Damien Thorne, toujours dans la poche de son tablier, son écriture élégante au dos avec son numéro direct et les mots « appelés à tout moment ». Elle avait évité de prendre son offre d'emploi depuis 2 semaines maintenant, s'était convaincue qu'accepter l'aide d'un homme qu'elle connaissait à peine était dangereux, que la façon dont il la regardait signifiait des complications qu'elle ne pouvait pas se permettre, que mélanger la gratitude avec l'attirance était une recette pour le désastre. Mais sa mère était en train de mourir, et l'orgueil était un luxe pour les gens qui avaient des options, et Elena n'en avait aucune. Elle appela le numéro à 3h15 du matin, ses mains tremblant si fort qu'elle faillit laisser tomber le téléphone, et Damien répondit à la 2e sonnerie sans aucune trace de sommeil dans sa voix, comme s'il avait attendu son appel. « Mademoiselle Martinez, dit-il, son accent cultivé encore plus prononcé au téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas? » Le fait qu'il sache immédiatement que quelque chose n'allait pas, qu'il ne demande pas pourquoi elle appelait au milieu de la nuit, serra la gorge d'Elena d'émotions qu'elle ne pouvait nommer. Elle lui raconta tout d'un trait, les mots sortant entre des respirations haletantes qui auraient pu être des sanglots, sur la rechute de sa mère et le traitement expérimental et les 75 000 dollars qu'elle n'avait pas, et le délai de 48 heures qui aurait pu aussi bien être 48 secondes pour tout le bien que ça lui faisait. « Je sais que je n'ai pas accepté votre offre d'emploi, » dit-elle quand elle fut finalement à court de mots, « et je sais que c'est insensé et inapproprié, mais je suis à court d'options et je ferai tout ce que vous voulez. Assistante ou compagne ou je m'en fiche, s'il vous plaît, si vous pouviez me prêter l'argent, je vous rembourserai, je le jure. Je travaillerai pour vous gratuitement si c'est ce qu'il faut. Je ne peux juste pas la perdre. Elle est tout ce qui me reste. » Le silence à l'autre bout de la ligne s'étira pendant 3 battements de cœur, 4, et Elena ferma les yeux pour retenir les larmes qui coulaient quand même. « Venez à mon bureau, » dit finalement Damien, sa voix portant une dureté qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Quelque chose comme de la fureur, mais pas dirigée contre elle. Je vous enverrai l'adresse par SMS. Venez maintenant et nous allons régler ça. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse le remercier ou le questionner ou se dissuader, et 30 secondes plus tard, son téléphone vibra avec une adresse dans le quartier financier et un 2e SMS qui disait simplement « J'envoie une voiture ». Elena voulut protester qu'elle pouvait prendre le bus, qu'elle n'avait pas besoin de traitement de faveur, mais le bus ne circulait pas à 3h30 du matin et l'orgueil était toujours un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Alors elle enfila un jean et le plus beau pull qu'elle possédait et attendait sur le trottoir quand une berline noire s'arrêta, conduite par un homme qui se présenta comme Marcus et la regarda avec une expression entre la curiosité et l'inquiétude. Le trajet dura 15 minutes à travers les rues vides de Seattle, la pluie commençant à tomber à verse, transformant la ville en un flou de néons et de lampadaires, et Marcus n'essaya pas de faire la conversation, ce qu'Elena apprécia car elle utilisait toute son énergie pour ne pas s'effondrer. L'immeuble était tout en verre et en acier, agressivement moderne.
Et l'ascenseur nécessitait une carte magnétique que Marcus lui fournit avant de lui dire de monter au penthouse et que M. Thorne l'attendait. L'ascenseur s'ouvrit directement sur un bureau qui semblait tout droit sorti d'un magazine d'architecture, des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville, un mobilier minimaliste en noir et gris, et pourtant d'une manière ou d'une autre plus chaleureux qu'il n'aurait dû l'être à cause des livres. Ils étaient partout, tapissant des étagères sur mesure, empilés sur l'immense bureau, des premières éditions dans des boîtiers de protection qu'Helena reconnut même de l'autre côté de la pièce, comme étant d'une valeur inestimable. Damien se tenait près des fenêtres, le dos tourné, les mains jointes derrière lui, vêtu d'un pantalon sombre et d'une chemise blanche aux manches retroussées comme s'il avait travaillé toute la nuit, et quand il se tourna pour lui faire face, Helena vit quelque chose dans son expression qui lui coupa le souffle. Il avait l'air furieux, non pas contre elle, mais pour elle. Ses yeux sombres flamboyants d'une intensité qui aurait dû être effrayante, mais qui au contraire lui donna le sentiment d'être vue, appréciée et protégée. « Vous ne devriez pas avoir à faire ça, dit-il sans préambule. Vous ne devriez pas avoir à échanger votre autonomie contre la vie de votre mère. Le fait que votre système de santé impose ce choix est obscène. » Helena s'enlaça, soudain consciente qu'elle se tenait dans un bureau de penthouse à 4 heures du matin, dans ses vêtements les moins chers, sur le point de se vendre à un homme qu'elle connaissait à peine. « Mais me voilà quand même, dit-elle, essayant d'être pragmatique mais sonnant presque brisée. Alors parlons des conditions. Combien de temps dois-je travailler pour vous pour rembourser 75 000 $? En quoi consisteraient exactement mes tâches? Et s'il vous plaît, soyez juste honnête sur ce que vous attendez, car j'ai besoin de savoir à quoi je m'engage. » Damien traversa l'espace entre eux en 3 longues foulées, s'arrêtant juste assez près pour qu'elle doive lever la tête pour croiser son regard. « Asseyez-vous, dit-il doucement en désignant le fauteuil en cuir derrière son bureau, et quand elle obéit, il sortit un chéquier du tiroir du bureau, du genre qui semblait provenir d'une banque privée, ne servant que des personnes avec des comptes à 8 chiffres. Il écrivit avec des traits rapides et décisifs, déchira le chèque et le posa sur le bureau devant elle. 75 000 $ à l'ordre du Swedish Medical Center, avec une note indiquant « Pour le traitement de Maria Martinez ». Helena le fixa. La manière désinvolte avec laquelle il venait d'écrire un chèque qui sauverait la vie de sa mère, et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. « Je vais rédiger un contrat de travail, » commença-t-elle, la voix tremblante. « Nous pouvons structurer le remboursement comme des déductions de mon salaire sur la période qui vous convient. Je peux commencer immédiatement et travailler les heures dont vous avez besoin. » La main de Damien s'abattit sur le bureau, pas fort mais assez fermement pour qu'elle lève les yeux, et ce qu'elle vit sur son visage arrêta les mots dans sa gorge. « Non, dit-il tranquillement, c'est un cadeau, pas une transaction. Votre mère recevra le traitement et vous ne me devez rien. » Le cerveau d'Helena ne pouvait pas traiter les mots, ils n'avaient pas de sens. Les gens ne donnaient pas simplement 75 000 $ à de quasi-inconnus sans rien attendre en retour. « Ce n'est pas comme ça que ça marche, protesta-t-elle. Vous ne me connaissez même pas. Pourquoi me donneriez-vous une telle somme d'argent? Que voulez-vous de moi? » La question sortit plus vive que prévu, empreinte de désespoir et de confusion, et Damien contourna le bureau pour s'accroupir devant son fauteuil afin qu'il soit au même niveau. « Je ne veux pas de votre désespoir, Helena, dit-il, chaque mot soigneusement articulé. Je ne veux pas que vous acceptiez de travailler pour moi parce que vous n'avez pas le choix. Je ne veux pas que vous soyez dans ma vie parce que vous me devez une dette. Je veux. » Il s'arrêta, sa mâchoire se crispant comme s'il luttait pour garder le contrôle. « Je veux que vous me choisissiez librement ou pas du tout. » Les mots restèrent en suspens entre eux, chargés d'un sens qu'Helena ne comprenait pas entièrement, et elle sentit des larmes commencer à couler sur ses joues sans qu'elle puisse les retenir. « Pourquoi, murmura-t-elle, pourquoi m'aideriez-vous? Vous ne me connaissez même pas. » La main de Damien se leva pour lui caresser le visage, son pouce essuyant les larmes, et son contact était frais contre sa peau surchauffée. « Vraiment? » dit-il doucement, et Helena réalisa qu'il avait raison.
Ils avaient passé 2 semaines à parler à travers une table de restaurant, partageant des histoires, des rêves et des peurs, et elle le connaissait d'une manière qui n'avait rien à voir avec le temps et tout à voir avec la connexion. Elle savait qu'il aimait Hemingway, mais pensait que Fitzgerald était surévalué, qu'il avait perdu quelqu'un d'important il y a des siècles, bien qu'il n'ait jamais dit qui, qu'il regardait l'art comme d'autres regardaient des équations mathématiques, cherchant la structure sous-jacente. Elle savait que ses mains étaient toujours fraîches, qu'il ne mangeait jamais la nourriture qu'il commandait, que parfois, quand il la regardait, ses yeux semblaient briller à la lueur des bougies, bien que cela dût être son imagination. Le baiser se produisit sans décision consciente, Helena se penchant en avant et Damien la rejoignant à mi-chemin, et au moment où leurs lèvres se touchèrent, elle sentit quelque chose s'emboîter comme une serrure trouvant sa clé. Il avait le goût de la menthe et de quelque chose de plus sombre, quelque chose qui aurait dû être mauvais, mais qui semblait tout à fait juste. Et quand ses bras l'entourèrent, elle émit un son qui était mi-sanglot, mi-soupir, et se pressa plus près. Le lien d'âme-sœur déferla entre eux comme de l'électricité, comme un retour à la maison, et Damien grogna sourdement dans sa gorge, alors que chaque instinct qu'il possédait hurlait « À moi, à moi, à moi !» Il pouvait goûter le sel de ses larmes, sentir le martèlement de son cœur très humain, très fragile contre sa poitrine, sentir le jasmin, le deuil et l'espoir désespéré qui rendaient son odeur unique. Ses crocs descendirent sans permission, l'envie de mordre, de revendiquer et de les lier si écrasante que ses mains tremblaient sous l'effort de la retenue. Une morsure, et elle serait sienne pour toujours, marquée et liée. Le lien renforcé au-delà de tout ce que les humains pouvaient comprendre. Une morsure, et il n'aurait plus jamais à craindre de la perdre. Une morsure, et il serait exactement le monstre qu'il avait passé des siècles à prouver qu'il n'était pas. Il se recula avec un effort qui le laissa haletant, son front posé contre le sien, ses mains lui caressant le visage, comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile. « Helena, dit-il d'une voix rauque, il y a des choses que tu dois savoir sur moi avant que ça n'aille plus loin, des choses qui changeront la façon dont tu me vois. » Elle pleurait encore, mais souriait aussi, ses mains crispées sur sa chemise. « J'ai l'impression de te connaître depuis toujours, » murmura-t-elle. « Comment est-ce possible? Pourquoi est-ce que ça semble si juste? »« Parce que tu es mienne, » voulut dire Damien. « Parce que le destin ou la biologie a décidé il y a 2000 ans que tu naîtrais pour moi et que je t'attendrais. » À la place, il dit « Viens dîner demain soir, laisse-moi te montrer qui je suis vraiment, puis décide si l'éternité est quelque chose que tu veux. » La pluie martelait les fenêtres du sol au plafond, la ville s'étendant sous eux comme un tapis de lumière, et Helena avait l'impression de se tenir au bord de quelque chose de vaste et d'irrévocable. Elle devrait poser des questions, exiger des explications sur la raison pour laquelle un investisseur en capital risque ne travaillait que la nuit, ne vieillissait jamais, et la regardait comme si elle était la réponse à une question qu'il se posait depuis des millénaires. Elle devrait être effrayée par l'intensité de son regard, par la possessivité dans la façon dont il la touchait, par le fait qu'il venait de lui donner 75 000 $ comme si c'était de la monnaie. Au lieu de cela, elle se sentait en sécurité, chérie, vue d'une manière qu'elle n'avait jamais connue, et quand elle accepta de dîner, elle vit le soulagement, la terreur et une joie féroce traverser ses traits parfaits. Il la conduisit lui-même à l'hôpital, la voiture de sport noire dévorant les rues détrempées par la pluie, et attendit sur le parking pendant qu'elle remettait le chèque à l'administrateur de nuit, qui le regarda comme s'il pouvait être faux avant de le passer par 3 systèmes de vérification différents. Le docteur Patel apparut 20 minutes plus tard, surprise et soulagée, expliquant qu'il pouvait commencer le traitement immédiatement si Helena consentait. Sa mère était inconsciente, sa peau grise contre les draps blancs de l'hôpital, des tubes et des moniteurs suivant son déclin, et Helena lui tint la main en murmurant que tout irait bien, que l'aide était venue d'une source inattendue, qu'elle devait se battre encore un peu.
Quand elle retourna à la voiture, Damien était au téléphone, parlant un italien rapide à quelqu'un nommé Marcus à propos de l'acquisition d'une société pharmaceutique et de l'assurance d'un accès prioritaire aux traitements expérimentaux, et il mit fin à l'appel dès qu'il la vit. Elle reçoit le traitement, dit Helena, puis elle se remit à pleurer, de grands sanglots de soulagement, d'épuisement et de gratitude écrasante, et Damien la serra contre sa poitrine et la tint pendant qu'elle s'effondrait. Sa main lui caressait les cheveux avec une douceur qui contredisait tout de son élégance dangereuse, et il murmura quelque chose dans une langue qu'elle ne reconnut pas, mais qui ressemblait à du réconfort et des promesses. Quand elle se recula finalement, embarrassée par la tache humide sur sa chemise coûteuse, il lui releva le visage avec 2 doigts sous le menton. « Demain soir, dit-il, 7 heures, j'enverrai Marcus te chercher. » Helena voulut protester qu'elle pouvait conduire elle-même, mais sa voiture était finalement morte la semaine dernière et elle était trop fatiguée pour contester. Elle hocha la tête, et le pouce de Damien effleura sa lèvre inférieure avec une révérence qui la fit frissonner. « Repose-toi, dit-il doucement. Tout le reste peut attendre demain. » Marcus vint chercher Helena à 6h30 dans la même berline noire, son expression soigneusement neutre, alors qu'il lui tenait la porte et mentionnait que le trajet prendrait 40 minutes car le domaine de M. Thorne se trouvait en dehors des limites de la ville. Les banlieues de Seattle laissèrent place à une forêt dense, la route serpentant à travers des sapins de Douglas si épais qu'ils bloquaient la lumière du jour déclinante. Et quand ils s'engagèrent enfin sur une allée privée, Helena vit le manoir s'élever au milieu des arbres comme quelque chose transplanté d'un autre siècle, car c'était absolument le cas. Architecture néo-gothique en pierre grise, tourelles et fenêtres en ogive, et gargouilles perchées aux angles, ressemblant moins à une maison qu'à un château qui aurait atterri dans l'État de Washington. Marcus surprit son expression dans le rétroviseur et ses lèvres s'étirèrent dans ce qui aurait pu être de l'amusement. « Monsieur Thorne a des goûts éclectiques en matière d'immobilier, dit-il, ce qui était probablement le plus grand euphémisme du siècle. Puis ils s'arrêtèrent devant l'entrée principale où Damien attendait, vêtu d'un pantalon anthracite et d'un pull noir qui le rendait à la fois dangereusement élégant et d'une certaine manière plus accessible que ses costumes habituels. Il lui ouvrit lui-même la portière, Marcus s'éloignant vers un garage invisible, et quand Damien lui tendit la main pour l'aider à sortir, Helena remarqua que ses doigts tremblaient légèrement. « Vous êtes nerveux, » dit-elle avec surprise, et vit quelque chose de vulnérable traverser ses traits parfaits. « Terrifié, en fait, » admit-il en la guidant sur les marches de pierre. « J'ai affronté des armées, des assassins et l'effondrement d'empires avec moins de peur que ce que je ressens en ce moment à propos de cette conversation. » L'honnêteté la désarma, la fit se sentir moins seule dans sa propre anxiété, et elle serra sa main alors qu'ils entraient dans un hall d'entrée qui lui coupa le souffle avec ses plafonds vertigineux et ses tapisseries qui semblaient authentiquement médiévales, car elles l'étaient. Le dîner était servi dans une salle à manger formelle qui aurait pu accueillir 30 personnes, mais était dressée intimement pour 2, la lueur des bougies se reflétant sur du cristal et de l'argenterie qui semblaient anciens. Car tout dans cette maison était ancien, y compris peut-être le propriétaire. Bien qu'Helena ait essayé de ne pas trop s'attarder sur cette pensée. Damien s'était souvenu de toutes les préférences alimentaires qu'elle avait mentionnées en passant au cours de leurs 2 semaines de conversation. Le premier plat était une soupe de courge butternut qui, lui avait-elle dit, lui rappelait la cuisine de sa grand-mère. Le plat principal était un coq au vin qu'elle avait dit être son plat préféré, bien qu'elle ne puisse jamais se le permettre. Et le vin était un Bordeaux de 1947 qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. Il toucha à peine à sa nourriture, remarqua-t-elle, se contentant de la déplacer dans son assiette, tout en la regardant manger avec une intensité qui aurait dû être inconfortable, mais qui lui donnait l'impression d'être chérie. Ils parlèrent de tout et de rien.
des œuvres d'art sur les murs que Damien mentionna nonchalamment avoir commandées à des peintres qu'elle avait étudiés en histoire de l'art, des livres de sa bibliothèque qui comprenaient des manuscrits originaux d'auteurs morts depuis des siècles. Et Helena se sentit se détendre malgré la certitude croissante que rien dans cette situation n'était normal. Quand le dessert fut terminé, une crème brûlée qui craqua parfaitement sous sa cuillère, Damien se leva et lui tendit la main. « Marche avec moi, dit-il tranquillement. Il y a quelque chose que je dois te montrer. » Ils traversèrent le manoir et Helena essaya de ne pas rester bouche bée devant la richesse désinvolte qui s'étalait, les armes accrochées au mur qui semblaient avoir réellement servi dans de vraies batailles, les peintures qui feraient pleurer les conservateurs de musées, les meubles qui couvraient des styles allant du baroque au milieu du siècle moderne, comme si le propriétaire avait collectionné pendant plusieurs vies. Ils finirent dans une bibliothèque qui faisait paraître ses rêves d'école d'art pathétiques, 3 étages de livres avec un escalier en colimaçon et des échelles roulantes, des premières éditions derrière des vitres, des manuscrits sur des piédestaux et des textes dans des langues qu'Helena ne reconnaissait pas. C'est magnifique, souffla-t-elle en passant ses doigts sur une étagère, et la voix de Damien derrière elle était rauque d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. Helena, dit-il, avant que ça n'aille plus loin, je dois te dire ce que je suis, et je veux que tu comprennes que tout ce que je vais dire est vrai, aussi impossible que cela puisse paraître. Elle se tourna pour lui faire face, vit la tension dans chaque ligne de son corps, la façon dont ses mains étaient crispées à ses côtés, comme s'il luttait pour garder le contrôle. « D'accord, dit-elle prudemment, et Damien ferma les yeux comme s'il rassemblait son courage, ce qui semblait absurde pour un homme qui rayonnait de confiance. « Je suis un vampire, dit-il sans détour. Je suis né à Rome il y a 2000 ans, lorsque César Auguste régnait. J'ai vécu la chute d'empire et la naissance de nations. J'ai tué plus de gens que je ne peux en compter, bien que pas au cours des derniers siècles. Et je suis actuellement le roi des vampires des conclaves nord-américains, ce qui signifie que j'ai un pouvoir et des responsabilités que tu ne peux même pas imaginer. » Les mots restèrent en suspens entre eux et le premier instinct d'Helena fut de rire, car de toute évidence il plaisantait. Les vampires n'étaient pas réels, ils appartenaient à la fiction, au folklore et aux mauvais films. Mais Damien ne riait pas, ses yeux sombres étaient d'un sérieux mortel, et quand il fit un pas vers elle, elle se retrouva à reculer jusqu'à heurter la bibliothèque. « Je suis ce que votre espèce a inventé dans les histoires d'horreur pour l'expliquer, » continua-t-il, sa voix baissant jusqu'à devenir presque hypnotique. « J'ai renversé des empires et en ai bâti de nouveaux. J'ai traversé l'histoire alors que des royaumes naissaient et tombaient. Je ne suis pas sûre, Helena. Je suis un prédateur qui a passé 2000 ans à apprendre à passer pour un humain. » Il se déplaça plus vite que ses yeux ne pouvaient le suivre. Soudain de l'autre côté de la pièce, puis de nouveau devant elle avant qu'elle ne puisse cligner des yeux, et l'esprit rationnel d'Helena vacilla, car les gens ne pouvaient pas bouger comme ça. Ses yeux commencèrent à briller, non pas métaphoriquement mais réellement, un cramoisi s'infiltrant dans le brun foncé comme des rubis rétroéclairés. Et quand il sourit, elle vit des crocs descendre là où ses canines auraient dû être, pointus et blancs, et de toute évidence réels. Le cœur d'Helena battait si fort qu'elle crut qu'il allait éclater, sa réaction de combat ou de fuite hurlant « Fuis, fuis, fuis !» Et une partie lointaine de son esprit essayait de comprendre que les vampires étaient réels, ce qui signifiait que tout ce qu'elle pensait savoir sur la réalité était faux. Elle courut. Pas consciemment, sans aucun plan, juste l'instinct pur prenant le dessus et l'envoyant foncer vers la porte de la bibliothèque. Elle s'attendait à ce qu'il la poursuive, à sentir ses mains sur elle ou son souffle sur son cou, mais il ne bougea pas, se contenta de rester là avec ses yeux brillants suivant sa fuite, avec une expression de douleur si profonde que même dans sa panique, elle la remarqua. Elle traversa le manoir grâce à sa mémoire musculaire et à l'adrénaline, trouva la porte d'entrée et l'ouvrit brusquement, dévala les marches et longea l'allée sinueuse, ses talons claquant sur le pavé
et sa respiration venant par halètement. Le portail se dressait devant elle, en fer forgé et d'au moins 3 mètres de haut, et elle agrippa les barreaux avec des mains tremblantes et regarda en arrière vers le manoir qui brillait d'une lumière chaude contre la forêt sombre. Damien se tenait sur les marches de l'entrée, exactement là où elle l'avait laissé, ne la poursuivant pas, ne la chassant pas, juste debout, les mains le long du corps et la tête légèrement inclinée, comme s'il attendait une exécution. La partie rationnelle du cerveau d'Helena se réactiva, coupant court à la panique, et elle réalisa que s'il avait voulu lui faire du mal, il aurait pu le faire une douzaine de fois, au cours des 2 dernières semaines, il aurait pu le faire dans le couloir du restaurant, ou dans son bureau, ou dans la voiture, ou à n'importe quel moment de la soirée. Il avait eu l'opportunité et l'accès, et elle avait été seule avec lui plusieurs fois, et il n'avait jamais été autre chose que protecteur et respectueux, même quand elle pouvait voir la faim dans la façon dont ses yeux suivaient son pouls. Elle n'avait pas peur de lui, réalisa-t-elle avec une clarté surprenante. Elle avait peur de l'envie qu'elle avait de revenir, de l'attrait de l'idée de l'éternité avec lui, même si l'éternité ne devrait pas être possible et que les vampires ne devraient pas être réels. Sa mère était en train de mourir. Elle avait passé 2 ans à regarder le cancer la ronger de l'intérieur, avait prié pour des miracles auxquels elle ne croyait pas, s'était insurgée contre un univers aléatoire et cruel qui n'offrait aucune seconde chance. Et vous me dites que la magie est réelle, s'entendit-elle dire dans le vide, que des choses impossibles existent. Oui, la voix de Damien porta depuis les marches, incroyablement claire malgré la distance, et Helena se tourna pour le regarder pleinement. Alors dites-moi ceci, cria-t-elle en retour. La voix tremblante mais déterminée. Pouvez-vous la sauver? Elle le regarda s'immobiliser, ses yeux brillants redevenir d'un brun humain, ses épaules s'affaisser avec ce qui ressemblait à du soulagement qu'elle lui parle, même si la question lui brisait le cœur. Le sang de vampire peut guérir beaucoup de choses, dit-il, sa voix portant cette précision prudente qu'il utilisait lorsque le choix des mots importait. Les blessures, les maladies et même certains cancers. Mais ce n'est pas une guérison, Helena. Pas vraiment. La transformation est la mort et la renaissance, le fait de devenir autre chose qu'humain, et je ne peux pas faire ce choix pour votre mère. Cette décision doit être la sienne et la sienne seule. Mais je pourrais lui demander, dit Helena, connaissant déjà la réponse, voyant déjà le chemin à suivre, et Damien hocha lentement la tête. Oui, confirma-t-il, vous pourriez lui demander, et si elle choisit la transformation, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer qu'elle survive au processus, mais vous devez comprendre ce que vous lui demanderiez d'abandonner, la lumière du soleil, le vieillissement, la mortalité et tout ce qui la rend humaine. Les mains d'Helena se desserrèrent sur les barreaux du portail, sa panique se calmant pour devenir quelque chose de plus gérable, un mélange d'émerveillement, de terreur et d'espoir désespéré. « Je ne te ferai pas de mal, dit Damien dans le silence. Je me détruirai d'abord. J'ai désiré beaucoup de choses en 2 millénaires, mais je n'ai jamais voulu être en sécurité pour quelqu'un jusqu'à toi. » La vulnérabilité dans sa voix défit quelque chose dans la poitrine d'Helena. Lui rappela la façon dont il l'avait regardée dans son bureau, la façon dont il l'avait tenue pendant qu'elle pleurait, la façon dont il lui avait donné 75 000 $ sans rien demander en retour. « Prouve-le, dit-elle en retournant vers le manoir d'un pas lent mais assuré. Dis-moi tout, plus de secrets. » Elle vit le soulagement déferler sur ses traits comme une vague. Son contrôle surnaturel vacillait suffisamment pour que ses mains tremblent quand elle monta les marches et les prit dans les siennes. Ils finirent dans la cuisine, de tous les endroits possibles, un espace étonnamment moderne que Damien expliqua être sa seule concession au siècle actuel, car même les vampires appréciaient les bons appareils électroménagers. Il lui prépara du thé. Ses mouvements précis et prudents comme s'il craignait qu'elle ne s'effraie à nouveau, et ils s'assirent à l'îlot de marbre pendant qu'il lui racontait tout. Il était né Damien Cassius Thorne à Rome, le plus jeune fils d'un sénateur,
et avait été transformé à 28 ans par un vampire qui avait vu du potentiel dans son esprit tactique et son ambition impitoyable. Il avait passé le premier siècle à apprendre le contrôle, le second à bâtir son pouvoir, les 18 suivants à consolider sa position jusqu'à ce qu'il règne sur les conclaves nord-américains, avec un mélange de peur, de respect et de miséricorde soigneusement calculé. Il avait vu la chute de Rome et la montée du christianisme, avait assisté à la Renaissance, à la Révolution industrielle et à 2 guerres mondiales, avait accumulé une richesse incommensurable et des connaissances qui réécriraient l'histoire humaine. Il se nourrissait désormais de banques de sang, n'avait pas tué d'humains pour se nourrir depuis plus de 300 ans, et le monde surnaturel avait des règles, une politique et des complications qui faisaient paraître les gouvernements humains simples. Les vampires pouvaient être tués, mais c'était difficile, nécessitant la décapitation, le feu ou l'exposition au soleil, et ils pouvaient transformer les humains par un échange de sang et de volonté, bien que la transformation tuait plus souvent qu'elle ne sauvait. Le lien d'âme-sœur était rare même chez les vampires, expliqua-t-il, une reconnaissance d'âme compatible qui transcendait les espèces. Et dès l'instant où son odeur de jasmine l'avait frappé dans ce restaurant, il avait lutté contre des instincts qui exigeaient qu'il la revendique sans tenir compte de ses souhaits. « J'ai essayé de te courtiser correctement, dit-il avec un sourire ironique, de te donner des raisons de me choisir qui ne soient pas basées sur une contrainte surnaturelle ou un désespoir financier, mais le lien se renforce chaque jour et mon contrôle s'amenuise, et quelque chose devait finir par céder. » Helena écouta tout, posa des questions sur la logistique, l'histoire et ce que signifiait être un vampire dans le monde moderne, et Damien répondit à tout avec une honnêteté presque douloureuse. Il lui montra le reste du manoir, narrant l'histoire des objets qu'elle touchait avec des doigts émerveillés. Une épée qu'il avait portée lors des croisades, un tableau du Caravage que les musées croyaient perdu, des manuscrits de sa propre main datant de 5 siècles. Sa chambre était étonnamment sobre, juste un lit immense et d'autres livres, et quand Helena demanda pourquoi il ne dormait pas dans un cercueil, il rit franchement. « Hollywood s'est trompé sur presque tout, dit-il. Nous dormons dans des lits comme tout le monde. Nous pouvons entrer dans les églises. L'ail est juste désagréable, pas nocif, et l'eau courante ne nous dérange pas du tout. » Ils parlèrent toute la nuit, Helena traitant des informations impossibles pendant que Damien la regardait avec ses yeux anciens qui avaient vu des civilisations naître et tomber. Alors que l'aube approchait, visible à travers les fenêtres de la cuisine comme un éclaircissement progressif du ciel, l'expression de Damien se tendit. « Je dois être sous terre avant le lever complet du soleil, » expliqua-t-il. « Plus nous sommes vieux, plus nous devenons tolérants, mais la lumière directe du soleil me brûlerait encore. J'ai une chambre au sous-sol qui est parfaitement confortable. » Helena regarda la lumière grandissante, puis de nouveau Damien, et prit une décision. « Montre-moi, dit-elle, et vit la surprise traverser ses traits. « Tu veux voir où je dors ?» demanda-t-il prudemment. Et Helena hocha la tête, car si elle devait choisir cela, le choisir lui, elle devait tout voir. On accédait au sous-sol par une porte cachée dans la bibliothèque, des escaliers menant à un espace qui était à la fois chambre et coffre-fort, avec des meubles confortables, une climatisation et assez de sécurité pour rendre une banque jalouse. Le lit était immense, clairement fait sur mesure, et Helena se demanda s'il l'avait déjà partagé avec quelqu'un avant de repousser cette pensée. « Merci, » dit doucement Damien, « d'être revenu, d'avoir écouté, de ne pas t'être enfui en hurlant, ce qui aurait été entièrement justifié. » Helena se tourna pour lui faire face. Cet homme dangereux et magnifique qui venait de bouleverser toute sa compréhension de la réalité. « Je suis encore en train de digérer, » admit-elle, « et je ne sais pas ce que cela signifie ni où nous allons à partir d'ici, mais je ne m'enfuis pas encore en tout cas. » Le soulagement sur son visage était profond, et quand il tendit la main pour toucher sa joue, elle se pencha contre sa paume fraîche. « Dors, » dit-elle doucement. « Nous pourrons régler le reste demain. » Helena amena sa mère au manoir 3 jours après la révélation.
Maria Martinez, pâle et fragile dans le fauteuil roulant que Marcus poussait avec une douceur surprenante. Et Damien les accueillit dans le hall avec une expression de neutralité prudente qui ne cachait pas tout à fait son inquiétude. Il avait expliqué le processus de transformation à Elena avec des détails cliniques. L'échange de sang qui arrêterait le cœur de Maria, les 3 jours de sommeil de mort pendant que son corps se reconstruirait cellule par cellule, la possibilité qu'elle ne survive pas, car les corps affaiblis par le cancer ne résistaient parfois pas au changement. Le taux de mortalité était de 30% même dans des circonstances idéales, plus élevé avec un système immunitaire compromis, et Damien avait fait répéter les statistiques à Elena jusqu'à ce qu'il soit certain qu'elle comprenait ce qu'elle demandait. Mais Maria avait écouté l'explication avec le calme de quelqu'un qui avait déjà fait la paix avec la mort, avait posé des questions pratiques sur la douleur, la durée et ce qui venait après, et quand Damien eut fini, elle avait souri avec plus de vie qu'Elena n'en avait vu depuis des mois. « Je meurs depuis 2 ans, dit-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Au moins de cette façon, je vivrai pour te voir heureuse, pour te voir trouver quelqu'un qui te regarde comme si tu avais accroché les étoiles. » Elena avait alors pleuré, de grands sanglots déchirants, et sa mère l'avait serrée dans ses bras maigres comme des bâtons. D'ailleurs, continua Maria avec un humour noir, l'immortalité semble meilleure que la chimio. Damien avait préparé l'une des chambres d'amis avec du matériel médical qu'il avait acquis par des canaux qu'Elena ne questionna pas, des moniteurs, des perfusions et suffisamment de poches de sang pour soutenir Maria pendant la transformation. Et il avait été d'une honnêteté sinistre sur ce que les 72 prochaines heures impliqueraient. Elle sera dans une agonie atroce, avait-il dit, chaque cellule de son corps mourant et se reformant. Et il n'y a rien que je puisse faire pour la soulager, sauf rester avec elle et m'assurer que son cœur redémarre quand il est censé le faire. Elena avait voulu être là aussi, mais Damien expliqua doucement que regarder quelqu'un que l'on aime dans une telle douleur était une torture particulière, que Maria serait inconsciente la plupart du temps, et qu'Elena devrait garder ses forces pour l'après, quand sa mère se réveillerait confuse, affamée et ayant besoin de conseils. La transformation commença au coucher du soleil, Damien se mordant le poignet avec une précision clinique et le tenant aux lèvres de Maria, tout en expliquant qu'elle devait boire jusqu'à ce que son cœur s'arrête. Maria avait bu avec une avidité surprenante, ses yeux s'écarquillant alors que le sang de vampire entrait dans son système. Et Elena regarda le rythme cardiaque de sa mère sur le moniteur commencer à ralentir, chaque bip s'espaçant davantage jusqu'à ce qu'il s'arrête finalement, et que la pièce se remplisse du son terrible de l'alarme. Damien la fit taire d'un geste, ses doigts vérifiant le pouls de Maria avec l'aisance de quelqu'un qui avait fait cela d'innombrables fois. « Elle est partie, » dit-il tranquillement. « Maintenant, nous attendons de voir si elle revient. » Les 3 jours suivants furent les plus longs de la vie d'Elena, le temps s'étirant et se compressant de manière étrange alors qu'elle faisait les 100 pas dans le manoir, essayant de ne pas imaginer le corps de sa mère froid et immobile dans la chambre en bas. Damien sortait périodiquement pour signaler aucun changement, son expression soigneusement neutre, et Elena remarqua qu'il ne laissait jamais Maria seule plus de quelques minutes, honorant sa promesse de rester avec elle dans l'obscurité. Le lien d'âme-sœur s'était renforcé depuis la révélation, Elena étant de plus en plus consciente de la présence de Damien, même quand il était à des étages de distance, ressentant son inquiétude, sa détermination et sa protection féroce comme des émotions qui lui appartenaient. La deuxième nuit, incapable de dormir, elle l'avait trouvé dans la bibliothèque en train de lire un texte médical des années 1600 et il avait levé les yeux avec ses yeux anciens. « Parle-moi, » avait-il dit, et Elena s'était retrouvée à avouer ses peurs, que sa mère ne survivrait pas, que c'était de sa faute pour lui avoir demandé de choisir entre la mort et la monstruosité. Damien l'avait prise sur ses genoux avec une douceur prudente. « Elle a choisi la vie, dit-il fermement.
Elle a choisi la chance de te voir grandir, aimer et créer. Et ce n'est pas monstrueux, c'est le choix le plus humain possible. Ils étaient restés ainsi jusqu'à l'aube, Elena blottie contre sa poitrine, écoutant son battement de cœur inutile, et elle avait réalisé avec une clarté surprenante qu'elle voulait cela, qu'elle le voulait lui, qu'elle voulait l'éternité si l'éternité signifiait ne pas être seule. L'attaque survint la troisième nuit, juste après le coucher du soleil, alors que la transformation de Maria entrait dans sa phase critique finale. Elena était de nouveau dans la bibliothèque, essayant de se distraire avec une première édition d'Austen, quand elle entendit du verre se briser quelque part dans l'aile haie. Damien apparut instantanément à ses côtés, se déplaçant avec cette vitesse de vampire impossible, ses yeux brillant déjà d'un rouge cramoisi. « Va dans la chambre de Maria, » ordonna-t-il, sa voix portant une autorité absolue. « Verrouille la porte et ne l'ouvre pour personne d'autre que moi ou Marcus. Ce domaine a des défenses, mais quelqu'un vient de les franchir. » Elena courut, sa vitesse humaine semblant glaciale comparée au flou de mouvements qu'elle pouvait entendre dans tout le manoir, et elle arriva dans la chambre d'amis où sa mère gisait, immobile et d'une pâleur de mort, juste au moment où une explosion secoua les fondations. Marcus se matérialisa dans le couloir, son visage habituellement calme arborant des traits sombres. « Conclave rival, dit-il sèchement. Quelqu'un a divulgué que le roi a une âme sœur humaine, et ils sont là pour éliminer la vulnérabilité. » Il fourra un couteau dans les mains d'Helena, la lame d'argent brillant. « Ça ne les tuera pas, mais ça les ralentira. Vise le cœur ou la gorge, et quoi que tu fasses, protège Maria. Car s'ils la détruisent pendant sa transformation, ils briseront Damien d'une manière que 2000 ans de guerre n'ont jamais pu faire. » Puis il disparut, se déplaçant pour intercepter des attaquants qu'Helena pouvait entendre mais pas voir, et elle verrouilla la porte avec des mains tremblantes avant de se positionner entre le lit et la seule entrée. Les bruits de la bataille étaient horribles, des cris inhumains et le fracas de corps s'écrasant contre les murs. Et Helena serra le couteau si fort que ses jointures blanchirent, tout en priant des dieux auxquels elle ne croyait pas que Damien survivrait. La porte explosa vers l'intérieur 10 minutes plus tard, le bois se brisant comme des allumettes, et un vampire qu'Helena n'avait jamais vu se jeta à travers l'ouverture, les yeux comme des charbons ardents et les crocs dénudés dans un grognement. Elle ne se figea pas, ne cria pas, bougea simplement par instinct et enfonça le couteau d'argent dans sa poitrine de toutes ses forces. Le vampire hurla, reculant en titubant, et cela lui fit gagner 3 secondes avant qu'il n'arrache la lame et ne se jette à nouveau sur elle. « Derrière toi !» cria Helena de toutes ses forces, et Damien apparut dans l'encadrement de la porte comme une vengeance divine. Ses vêtements coûteux en lambeaux et couverts de sang, son visage transformé en quelque chose de totalement inhumain et d'absolument terrifiant. Il se déplaça comme la violence incarnée, attrapant l'attaquant par la gorge et lui arrachant simplement la tête avec une brutalité désinvolte qui aurait dû être impossible mais ne l'était clairement pas. Le corps tomba en cendres, l'ancienne technique vampire pour se débarrasser des morts, et les yeux brillants de Damien trouvèrent Helena avec une concentration de laser. « Es-tu blessée ?» demanda-t-il, et quand elle secoua la tête, il fut de l'autre côté de la pièce en un clin d'œil, la vérifiant à la recherche de blessures avec des mains étonnamment douces malgré le sang qui les recouvrait. D'autres attaquants arrivaient, Helena pouvait les entendre, et Damien se positionna devant elle et Maria avec la claire intention de passer à travers quiconque s'approcherait. Les 20 minutes suivantes furent un cauchemar de violence, des vampires se déversant dans la pièce et Damien les abattant avec une sauvagerie qui prouvait exactement pourquoi il était roi, ses mouvements trop rapides pour être suivis, sa force désinvolte et dévastatrice. Marcus apparut à mi-chemin, combattant dos à dos avec son roi, et ensemble ils créèrent un mur de mort que les attaquants ne purent franchir.
Helena vit un vampire se glisser derrière leur défense, le vit se jeter sur le lit où Maria gisait vulnérable, et elle ne réfléchit pas, se jeta simplement entre eux avec le couteau levé. La lame s'enfonça dans l'œil du vampire, leur élan les projetant tous les deux au sol, et Helena sentit ses côtes craquer lorsqu'ils heurtèrent le sol. Le rugissement de Damien fit trembler les fenêtres, le son plus animal que tout ce qu'un humain pourrait produire, et le vampire au-dessus d'elle se désintégra en cendres alors que Damien le déchiquetait par derrière. Le silence qui suivit fut assourdissant, rompu seulement par les respirations haletantes d'Helena et le bip régulier du moniteur cardiaque de Maria, prouvant qu'elle avait survécu au chaos. Damien remit Helena sur pied avec des mains tremblantes, ses yeux cramoisis scrutant son visage avec une intensité désespérée. « Tu aurais pu être tué, dit-il, sa voix rauque d'émotion qu'il contenait à peine. Tu aurais dû rester derrière moi où tu étais en sécurité. » Helena regarda les cendres qui couvraient ses vêtements, le sang éclaboussé sur les murs, les ruines de ce qui avait été une élégante chambre d'amis. « Je protégeais ma mère, dit-elle fermement. Et toi, quand celui-là a passé ta garde, nous sommes partenaires, Damien, ce qui signifie que je me bats à tes côtés, pas derrière toi. » Quelque chose changea dans son expression, un dernier mur s'effondrant, et quand il l'embrassa, cela avait le goût du sang, du désespoir et d'un soulagement si profond que sa poitrine lui fit mal. Le lien d'âme sœur déferla entre eux, plus fort que jamais, et Helena sentit ses émotions la submerger comme une vague, l'amour, la terreur et une joie possessive féroce qu'elle soit en vie, sienne, et choisissant de se tenir à ses côtés. Marcus se racla la gorge depuis le seuil, sa façon diplomatique d'interrompre, et rapporta que les attaquants étaient éliminés, 15 vampires du conclave de l'Ouest à qui on avait apparemment promis un territoire s'ils tuaient de la faiblesse humaine du roi. L'un d'eux a survécu assez longtemps pour parler, continua Marcus. Il a dit qu'un humain nommé Derek Sutton les avait approchés avec des informations sur ton âme sœur et sa mère vulnérable, leur offrant de les aider à franchir les défenses du domaine en échange de vengeance. L'expression de Damien devint absolument neutre, le genre de calme qui précède une violence extrême. « Où est-il » demanda doucement Damien, et le sourire de Marcus était aussi tranchant que du verre brisé, sécurisé au sous-sol, en attente de ton jugement. Damien regarda Helena, une question dans ses yeux anciens, et elle hocha la tête une fois, car Derek avait essayé de tuer sa mère, et c'était une dette qui exigeait paiement. Ils réglèrent le cas de Derek rapidement, la justice de Damien étant brutale et finale, et Helena découvrit qu'elle ne pouvait éprouver aucune sympathie pour un homme qui s'était allié à des vampires pour assassiner une femme mourante par orgueil blessé. Ensuite, ils retournèrent dans la chambre de Maria, où le moniteur cardiaque montrait un rythme régulier et Damien vérifia ses signes vitaux avec une efficacité experte. « Elle se stabilise, dit-il avec un optimisme prudent. La transformation est presque terminée. Elle devrait se réveiller d'ici 1 heure. » Helena regarda le visage immobile de sa mère, la pièce détruite par la violence, Damien couvert du sang des ennemis qu'il avait tués pour les protéger, et prit sa décision. « Transforme-moi, dit-elle, et regarda Damien s'immobiliser complètement. « Helena, commença-t-il, tu n'es pas obligée de décider maintenant. Tu es en état de choc, et nous venons de survivre à une attaque. Ce n'est pas le moment pour des choix permanents. » Elle le coupa d'une main sur sa joue tachée de sang. « Je ne fais pas ça parce que j'ai peur, que je suis reconnaissante ou en état de choc, dit-elle fermement. Je le fais parce que je veux du temps, du vrai temps, le temps de peindre chaque tableau que je n'ai jamais pu créer, le temps de tout apprendre, le temps de t'aimer comme tu le mérites sans que l'horloge ne tourne. » Les mains de Damien se levèrent pour lui caresser le visage, son expression passant par l'espoir, la peur et un désir désespéré. « Tu perdras le soleil, dit-il, la mortalité, le vieillissement, tout ce qui te rend humaine. »« Je te gagnerai, toi, » rétorqua Helena, « et ma mère, et des siècles pour explorer ce monde impossible que tu m'as montré. Je choisis ça, Damien, je te choisis, toi,
pour toujours si tu veux de moi. Le baiser fut une réponse suffisante, mais il se recula pour poser son front contre le sien. Je t'aurai pour l'éternité, et ce ne sera toujours pas assez, murmura-t-il. Es-tu absolument certaine? Oui, dit Helena, et sentit la justesse de cette décision s'installer dans ses os, comme un retour à la maison. La transformation eut lieu dans les appartements privés de Damien, une pièce qu'il admit n'avoir jamais partagée avec personne en 2000 ans, et Helena essaya de ne pas trop penser à ce que cela signifiait alors qu'il l'allongeait sur des draps qui coûtaient probablement plus cher que son ancien appartement. Il expliqua à nouveau le processus, sa morsure pour la vider de son sang jusqu'à la quasi-mort, son sang pour remplacer ce qui était perdu, 3 jours d'agonie pendant que son corps mourait et se reformait. Je resterai avec toi, promit-il, à chaque instant. Tu ne seras pas seul dans le noir. La première morsure fut choquante par son intimité, un mélange de plaisir et de douleur, jusqu'à ce qu'Helena ne puisse plus les distinguer, et elle sentit son rythme cardiaque commencer à ralentir, alors que Damien buvait avec une précision prudente. Quand il se mordit le poignet et le tendit à ses lèvres, son sang avait le goût du cuivre, du pouvoir et de quelque chose d'indéfinissablement lui, et elle but jusqu'à ce que le monde commence à devenir gris sur les bords. Je suis là. La voix de Damienne venait de très loin. Je ne partirai pas, tu n'es pas seul. Puis son cœur s'arrêta, et la douleur commença, chaque cellule de son corps hurlant, alors qu'elle se déchirait et se reconstruisait plus forte, et Helena aurait crié si elle avait eu du souffle, aurait supplié la mort si elle avait pu former des mots. Damien la tint pendant tout ce temps, parlant des langues mortes depuis des millénaires, le latin, le grec ancien et quelque chose de plus vieux qui ressemblait à de la musique, ses mains fraîches sur sa peau brûlante, étant le seul ancrage à la réalité. Le temps perdit son sens, 3 jours se compressant en une éternité d'agonie. Puis soudain son cœur reprit vie avec un battement si fort qu'elle le sentit dans ses dents. Les yeux d'Helena s'ouvrirent brusquement et le monde explosa en couleurs et en sensations, chaque sens amplifié au-delà de tout ce qui était humain. Et le visage de Damien fut la première chose qu'elle vit, son expression transformée par une joie si profonde que son cœur, nouvellement arrêté, lui fit mal. « Bonjour, ma reine, murmura-t-il, et Helena réalisa qu'elle pouvait entendre sa voix comme de la musique, sentir la magie ancienne dans son sang, sentir le lien d'âme sœur comme un fil d'or les reliant d'âme à âme. « Comment te sens-tu » demanda Damien, l'aidant à s'asseoir avec une douceur prudente, et Helena testa son nouveau corps, la force de ses membres, l'acuité de ses sens. La façon dont elle pouvait entendre Marcus se déplacer 3 étages plus bas et sentir la pluie arriver à des kilomètres de distance. Comme si j'avais vécu en noir et blanc et que quelqu'un venait d'allumer le spectre, dit-elle, testant sa nouvelle voix, qui sonnait pareil, mais portait des nuances qu'elle n'avait jamais entendues auparavant. Elle pouvait entendre le battement de cœur de sa mère dans la pièce voisine, régulier et fort, sentir le jasmin de sa propre odeur mêlé à quelque chose de nouveau et de puissant, sentir les émotions de Damien à travers le lien, l'amour, le soulagement et une satisfaction possessive que son âme sœur soit en sécurité, sienne et éternelle. Ils allèrent voir Maria ensemble, Helena se déplaçant avec la grâce surnaturelle qui accompagnait la transformation vampirique, et trouvèrent sa mère éveillée, fixant ses mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. « Maman, dit Helena, et la tête de Maria se releva avec une vitesse de vampire, ses yeux s'écarquillant. « Tu l'as fait aussi, souffla-t-elle. Tu as choisi ça. » Helena hocha la tête, traversant la pièce pour prendre les mains de sa mère. « Je l'ai choisi, lui, » dit-elle en jetant un coup d'œil à Damien qui se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air de ne pas tout à fait croire que c'était réel. « J'ai choisi l'éternité. Je nous ai choisis. » Maria la serra dans une étreinte qui aurait brisé des os humains, toutes deux riant et pleurant.
et la voix calme de Damien derrière elle les fit se retourner. Bienvenue dans l'éternité, dit-il, à vous deux, et je promets de faire en sorte que cela en vaille le prix. Elles passèrent la semaine suivante à apprendre à être des vampires. Damien patient et minutieux alors qu'il leur enseignait le contrôle, comment gérer la faim, comment se déplacer sans casser les choses, comment exister dans un monde qui semblait soudain à la fois infini et gérable. Helena découvrit qu'elle pouvait peindre avec une précision surnaturelle, voir des couleurs que les humains ne pouvaient pas percevoir, capturer la lumière et l'ombre avec une exactitude qui faisait paraître ses anciennes œuvres comme de grossières esquisses. Le manoir fut réparé en quelques jours, les dommages de l'attaque effacés comme s'ils n'avaient jamais existé, et les gens de Damien vinrent rendre hommage à leur roi et rencontrer sa nouvelle reine. Helena se tenait à ses côtés lors des réceptions formelles, apprenant la politique du monde surnaturel, et réalisa qu'elle n'avait pas peur du pouvoir, du danger ou de la complexité infinie de la société vampire, car elle avait Damien à ses côtés, sa mère en bonne santé, et le temps de tout comprendre. Marcus devint un ami inattendu, enseignant à Helena l'histoire dont elle aurait besoin pour naviguer dans la politique de la cour, et il avait souri quand elle lui avait demandé pourquoi il était si serviable. Le roi est seul depuis 2 millénaires, dit-il, attendant quelqu'un qui pourrait se tenir à ses côtés en tant qu'égal. Vous le rendez heureux d'une manière que je n'ai jamais vue, et cela fait de vous une personne digne d'être protégée. 3 mois après sa transformation, Helena termina sa première peinture en tant que vampire, un portrait de Damien qui capturait quelque chose dans ses yeux anciens que 2000 ans d'artistes n'avaient jamais réussi à saisir. L'espoir, l'amour et la joie vulnérable de quelqu'un qui avait enfin trouvé un foyer. Elle le lui présenta au solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année, et regarda des larmes qu'elle ne savait pas qu'il pouvait encore verser, couler sur son visage parfait. « C'est comme ça que tu me vois, » dit-il avec émerveillement, « pas le monstre ou le roi, mais juste moi. »« Toujours juste toi, » confirma Helena. Et quand il l'embrassa, le lien d'âme sœur chanta entre eux comme une reconnaissance, un achèvement, comme deux âmes qui s'étaient cherchées à travers les millénaires pour enfin se trouver. Ils se tenaient ensemble devant les fenêtres réparées du manoir, regardant le coucher du soleil, la nouvelle constitution de vampire d'Helena, lui permettant de supporter la lumière déclinante qui brûlerait Damien pendant encore 1000 ans. Sa main dans la sienne et l'éternité s'étendant devant eux, pleine de possibilités, de peinture et d'un amour qui survivrait aux empires.